Bonjour, Gérard Mordillat. Voilà, je suis cinéaste et romancier. J'ai tourné une vingtaine de films de fiction, des documentaires comme série Corpus Christi sur les origines du christianisme. Mais là, aujourd'hui, je viens vous parler de mon nouveau roman qui s'appelle Rouge dans la brume et qui est publié aux éditions Calman Levy. Alors, Rouge dans la brume raconte une histoire épique. Ça commence dans le Nord, dans une usine de sous-traitants mécaniques qui découvre soudain que l'usine va fermer dans le mois qui suit. Les actionnaires américains de l'entreprise, ses propriétaires, ont décidé de liquider ce site pour des raisons purement financières. Alors évidemment, l'ensemble des employés, des cadres, des ouvriers s'insurgent, occupent l'usine, fait la grève, et les choses se tendent de façon si violente qu'à un moment, ils mettent le feu au stock. Et le stock prend si bien feu que l'ensemble de l'usine disparaît dans les flammes. Et à ce moment-là, au lieu de rester les bras ballants devant ce champ de ruines et les yeux pleins de larmes, l'ensemble des ouvriers de cette entreprise se déplacent à 40 km de là, dans une autre entreprise en grève qui, elle, fait de l'impression sur tissu et annonce à ces grévistes comme eux que désormais leurs deux grèves ne font plus qu'une. Et donc ces ouvriers, ces employés et ces cadres de l'usine de sous-traitants mécaniques se joignent à ceux de l'impression sur tissu pour là aussi occuper les lieux et lutter contre les propriétaires qui là aussi veulent fermer pour des raisons un peu différentes mais au fond parallèles. À nouveau, les choses se passent très mal et ces deux grèves qui n'en font plus qu'une vont se déplacer une troisième fois, et c'est pour ça que je disais qu'il s'agissait d'un récit épique, jusqu'à Rouen, dans une usine de produits chimiques, elle aussi en grève, elle aussi en lutte contre la fermeture du site. Et ces deux grèves vont s'adjoindre à cette troisième pour ne faire qu'une seule grève. Parce que le fond de l'histoire, c'est que ces conflits sociaux qu'on nous présente aujourd'hui comme des conflits locaux, comme des conflits de branches, comme des événements ponctuels, en réalité pour moi ne sont qu'un seul et même conflit que je résumerai de façon lapidaire en disant qu'il s'agit du salariat contre l'actionnariat. Et comment je raconte cette histoire ? Je la raconte à travers une cinquantaine de personnages, dont deux émergent petit à petit. L'un est un ouvrier mécanicien qui s'appelle Carvin, et l'autre, de façon beaucoup plus surprenante, est la DRH de la première entreprise qui va finalement prendre le parti des ouvriers, vivre une grande histoire d'amour passionnel avec Carvin et être sans doute celle qui, au bout du compte, sera la plus radicale, la plus déterminée, la plus lucide aussi, et qui mènera le combat jusqu'à son terme. Donc il y a cette histoire sociale, il y a cet enracinement dans la réalité contemporaine de la France de 2011, et en même temps, il y a un aller-retour constant entre, je dirais, l'intime et le public. Parce que ce que nous voyons au niveau public, de la macroéconomie, si vous voulez, les fermetures d'entreprises, les luttes, les licenciements, etc., est d'autant plus perceptible dans le secret des familles, dans l'intimité des couples, jusque dans les corps. Et on verra bien comment ces luttes travaillent les corps, puisque l'un des protagonistes de l'histoire ira jusqu'à en perdre la raison. Et donc c'était bien ça que je voulais raconter, comment ce couple porte en lui l'histoire de cette rébellion qui traverse la France là du nord à l'ouest, et on peut espérer qu'il traversera un jour la France du nord au sud. Tous mes livres, je crois, procèdent d'abord d'une image, et non pas d'un sujet, mais d'une image. Et comment cela m'est venu, je ne sais pas, mais je sais que j'ai très vite pensé que Carvin, qui fête l'anniversaire de sa fille qui a 4 ans, va chercher chez le boulanger le gâteau d'anniversaire. Or, il pleut, une tempête se lève, il est en moto, il ramène ça comme il peut chez lui pour fêter l'anniversaire. Malheureusement, il dérape, il tombe, le gâteau est écrasé, la boîte est déchirée, les perles de sucre sont répandues sur la chaussée, la nougatine est en 1000 morceaux. C'est cette image-là qui a été pour moi le vrai déclencheur. Parce qu'elle est à la fois d'un point de vue réaliste, mais aussi d'un point de vue symbolique, l'image même de l'histoire que je vais raconter. Parce que comme Carvin l'expliquera à sa femme, la boîte peut être déchirée,
le gâteau écrasé, les perles perdues, la nougatine immangeable. Si on met les doigts dedans, ça demeure un gâteau. Ce qui veut dire très précisément que dans les luttes que nous menons, on peut être battu, on peut être déchiré, on peut être vaincu. Mais il y a quelque chose qui demeure absolument inaliénable, incessible, c'est la valeur de la lutte, son goût. Et ça, ce goût-là, il est le goût qui fait vivre parce qu'il est le goût tout simplement de la dignité des personnes. Et donc je suis parti de ça et je suis parti aussi de façon parallèle, mais vraiment je suis parti du gâteau écrasé et je suis parti d'un autre côté, d'une légende que je connaissais pour avoir beaucoup travaillé sur les guerres paysannes en Allemagne au XVIe siècle. Comment on raconte que les guerres paysannes ont commencé? Comment dans l'opposition entre Luther qui soutenait le parti des princes et l'autre pasteur qui s'appelait Thomas Müntzer et qui soutenait le parti des paysans, comment ça a commencé? Le lapsus est merveilleux, j'ai dit les ouvriers alors que c'est des paysans, mais c'est la même chose. On raconte qu'un dimanche de carême, la femme du seigneur d'un lieu a exigé de ces paysans qu'ils aillent cueillir des jonquilles et ramasser des coquilles d'escargot pour qu'elles se fassent des colliers. Alors évidemment, les paysans étaient extrêmement choqués qu'on leur demande ça un dimanche, en plus un dimanche de carême, mais pas moyen de ne pas obéir, donc ils y vont. Ils ramassent des coquilles d'escargot, ils cueillent des jonquilles. Et aux villageois qui les voient faire et qui s'étonnent, ils ne font que répéter « Nous ramassons des coquilles d'escargot et nous cueillons des jonquilles pour la femme du seigneur du lieu ». Puis leur cueillette et leur ramassage se poursuit, ils vont à un autre village, puis encore un autre village, et un mois plus tard, l'armée paysanne comptait 100 000 hommes. C'est-à-dire qu'on est parti d'une toute petite chose qui paraît anodine, et soudain, l'ensemble de l'Allemagne s'est embrasé. Mon idée était que dans Rouge dans la brume, on part d'une chose qui, au regard de l'économie mondiale, est un petit événement, puisque la fermeture d'une entreprise ne compte pour rien, mais comment, à partir de cet événement-là, si 2, puis 3, puis pourquoi pas 10, puis 100 entreprises se levaient, on verrait là une transformation du monde. Voilà les deux choses, le gâteau et la légende. La situation des livres en France aujourd'hui repose, à mon avis, essentiellement sur le travail des libraires. Je pense que la critique littéraire, qui est dans un stade de coma assez avancé, n'est plus du tout prescriptrice, ou très peu prescriptrice, que les grands médias, notamment la télévision, se sert de la littérature pour faire autre chose, pour faire des shows où l'on fait apparaître les écrivains comme des artistes de variété, qu'éventuellement à la radio et notamment à France Culture on peut, ou à France Inter, s'expliquer un peu plus, mais qu'il n'y a plus vraiment un travail de fond de critique littéraire, c'est-à-dire de déterminer la chose réelle. On est de façon majoritaire dans, disons, la paraphrase assortie de quelques adjectifs. Donc, sur qui peut-on compter? Eh bien, on peut compter sur les libraires, parce que les libraires, et les meilleurs d'entre eux, font ce travail à la fois de critique et de mise à disposition du public des œuvres, d'exciter la curiosité des lecteurs. Et je suis très frappé parce que je vais très souvent faire des débats dans les librairies, non pas des signatures, des débats, parce que je ne me paraît pas intéressant de rester là assis à faire des signatures, mais des débats. Or, qu'est-ce que je constate? Eh bien, c'est que les libraires, mais que ce soit à Aix-en-Provence, à Paris, à Lille, à Bordeaux, dans le Nord, à Rennes, etc., ont aujourd'hui pris la place de ce qui était les ciné-clubs dans les années 60-70. C'est l'endroit où l'on se rassemble pour parler. Pour parler, parce que le livre publié est toujours un prétexte pour les spectateurs, pour les lecteurs, pour en réalité exprimer un certain nombre de choses qu'ils ressentent dans leur propre vie et dont soudain la discussion sur le livre sert de point de départ. On part de Rouge dans la brume et on parle de la situation politique et sociale et on parle de la vie des gens, on parle de ce qu'ils ont ressenti, de ce qu'est leur expérience, etc. Et moi je suis toujours très frappé, mais parce que ça tient aussi à ce que j'écris, que finalement très souvent, vraiment de façon très importante, le retour des lecteurs, et c'est une chose qui évidemment me touche énormément, c'est leur sentiment de lire dans mes livres leur propre histoire. Vous avez écrit notre vie, me dit-on souvent.
où ils sont convaincus que je me suis appuyé sur telle et telle histoire, Lustu cru à Aix, ou au contraire Gandrange dans l'Est, ou etc. Mais non, je n'ai jamais écrit sur ces choses-là. Mais malheureusement, ce que je décris est devenu une forme si banale de l'activité économique que chacun peut s'y reconnaître. Et surtout, d'autant plus s'y reconnaître que les problèmes qu'ils ont vécus étant là incarnés, ça invente d'une certaine manière un lecteur intelligent. On se retrouve dans une action, dans un récit qui est porteur d'histoire, mais qui est aussi porteur de savoir, mais qui est aussi porteur de réflexion, mais qui est aussi porteur d'information. Donc je crois qu'il y a là quelque chose de nourrissant pour les lecteurs, et que ce rapport au lecteur, aujourd'hui, eh bien, pour moi, il est entièrement vivant grâce aux libraires et grâce aux librairies, et très peu grâce à la presse. Je crois que Rouge dans la brume, au fond j'ai envie de dire ça de tous mes livres, sont de longues lettres adressées à un lecteur inconnu, et ce lecteur inconnu, eh bien, je le rencontre forcément dans une librairie. Et comme maintenant, à travers ce livre, je vais aller dans beaucoup de librairies, si j'ai un souhait, si j'ai un vœu, c'est bien entendu de rencontrer celui ou celle à qui ce livre s'adresse. Alors, eh bien, je vous donne rendez-vous, je ne sais où, quelque part, n'importe où, comme dit la chanson, et ça sera forcément une histoire d'amour entre nous.